Je m'appelle Léo. J'ai 32 ans maintenant. Et j'ai vu mon propre père essayer de vendre un mensonge à mon sujet à un PDG multimillionnaire pour que tout explose. À la figure avec une simple recherche Google. Avant de vous parler du silence. Qui est tombé sur cette table de dîner, un silence si lourd qu'on aurait pu se casser une dent dessus? Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir à quelle distance une histoire peut voyager. Alors, imaginez ceci. Un restaurant de steak haut de gamme. Le genre d'endroit avec du bois sombre, des chaises en cuir qui soupirent quand on s'assoit dessus, et un éclairage si faible qu'on peut à peine lire le menu. Ridiculement cher. C'était la fête du 60e anniversaire de mon père. Il avait réservé une salle privée, l'invité d'honneur, en plus de mon père, était un homme nommé Monsieur Harrison. Mon père l'appelait toujours Harrison, comme s'il était de vieux copains de golf, mais tout le monde connaissait le score. M. Harrison était un titan de l'immobilier, un véritable décideur dans notre ville. Mon père, Richard Vance, n'était qu'un de ses nombreux associés, orbitant toujours autour de son fils, espérant attraper un peu de lumière. Ma mère, Martha, virevoltait, s'assurant que le verre de vin de chacun soit plein. Mon jeune frère, Kyle, l'enfant d'or, tenait la cour au bout de la table, racontant une histoire qui faisait rire aux éclats ses amis. Et puis il y avait moi, Léo, le silencieux, celui qui gère juste des appartements. J'étais assis, malheureusement, juste entre mon père et Monsieur Harrison. Pendant la majeure partie du dîner, j'avais réussi à rester invisible. J'en avais maîtrisé l'art au fil des ans. J'ai juste hoché la tête, souri, et me suis concentré sur mon steak. Mais alors mon père, rougi par le vin cher et la proximité du pouvoir, a fait son mouvement. Il a posé une main lourde sur mon épaule. Harrison, dit-il, la voix un peu trop forte. Tu as rencontré mon fils Kyle. Bien sûr, il cartonne en marketing. Mais voici mon autre, Léo. Le discret. Monsieur Harrison s'est tourné vers moi. Un sourire poli et pratiqué sur son visage. Léo, ravi de vous rencontrer. Que faites-vous? Avant que je puisse répondre, mon père a sauté. Oh, Léo. Travaille aussi dans l'immobilier. D'une certaine manière, il est gestionnaire immobilier. Il fait tourner les immeubles. Un bon travail solide. C'est un travailleur acharné. Ce ton. Si vous avez jamais été l'enfant cadet, vous connaissez ce ton. C'est celui qui sonne comme des louanges mais qui ressemble à une caresse sur la tête d'un chien bien élevé. C'est le son des basses attentes. Satisfaite. Monsieur Harrison a hoché la tête, me regardant toujours. La gestion immobilière est une affaire difficile. Elle vous apprend les bases. J'ai juste souri. Ça a ses moments. Et puis mon père a scellé son propre destin. Il a gonflé la poitrine et a dit les mots qui pendraient dans l'air commune. Guillotine. Oui, il pense peut-être à obtenir une promotion dans son cabinet un jour. Monter en grade, petit pas, vous savez. Monsieur Harrison a soutenu mon regard. Pendant une seconde de plus. Une lueur de quelque chose, de la curiosité. Peut-être, a traversé ses yeux. Il a sorti son téléphone. C'était un geste subtil, presque dédaigneux, murmura-t-il. Vance? Comment s'appelait-il déjà? Léo, a fourni mon père avec empressement. Léo Vance. Et alors que mon père rayonnait, inconscient, Monsieur Harrison, le PDG avec son pouvoir calme et discret, a tapé mon nom dans la barre de recherche. J'ai regardé la lumière de l'écran se refléter dans ses lunettes. J'ai vu son pouce défiler une fois, puis deux, puis il s'est arrêté. Ses sourcils se sont soulevés juste d'une fraction. Son sourire poli avait disparu, remplacé par un regard de surprise sincère et non
Dissimulé. Il a levé les yeux de son téléphone, pas vers mon père, mais directement vers moi. Toute la table a semblé tomber dans le silence. Pour comprendre ce silence, pour vraiment en ressentir le poids, il faut remonter 3 ans en arrière. Il faut remonter à un dîner du dimanche qui a changé ma vie pour toujours. Il y a 3 ans, le cadre n'était pas un restaurant de steak chic. C'était la salle à manger familière de mes parents, celle qui n'avait pas changé depuis que j'étais enfant, la même lourde table en chêne, le même papier peint floral légèrement délavé, la même odeur de rôti de bœuf et de déception. Silencieuse. C'était un dîner du dimanche standard. Ma mère Martha s'affairait autour de la sauce. Mon père, Richard, découpait le rôti avec une précision chirurgicale, et mon frère Kyle rayonnait. Il semblait toujours rayonner comme s'il avait son propre éclairage personnel qui le suivait partout. À 24 ans, il avait 2 ans de moins que moi, mais il avait déjà la confiance d'un homme qui n'avait jamais connu un jour de doute, principalement parce qu'il ne l'avait pas fait. Mes parents s'en étaient assurés. Nous étions à mi-chemin du repas quand mon père s'éclaircit la gorge, un signal qu'une annonce allait être faite. Lui et ma mère échangèrent un regard, un petit sourire secret que je savais toujours m'exclure. Eh bien, fiston, commença mon père, rayonnant vers Kyle. Ta mère et moi avons discuté. Tu as beaucoup travaillé. J'ai failli m'étouffer avec ma purée de pommes de terre. Kyle travaillait dur dans son nouveau poste de marketing depuis seulement 6 mois après avoir été renvoyé de ses 2 emplois précédents pour ce qu'il appelait des différents créatifs et ce que ses patrons appelaient ne pas se présenter. Et nous savons que tu regardes des maisons. Poursuivit mon père. Alors, nous avons décidé que nous voulions t'aider à démarrer du bon pied. Ma mère tendit la main et remit à Kyle une enveloppe bleue croquante. Kyle l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent. Il en sortit un chèque. Même de l'autre côté de la table, je pouvais voir les zéros. 10 000 $. Kyle respira. Un soupir dramatique dans sa voix. Vous ne deviez pas faire ça. Bien sûr que si, fit la voix de ma mère. Nous voulons te voir installé propriétaire. C'est un grand pas. Cela aidera vraiment pour la compte, dit mon père, gonflant la poitrine. C'est ce que font les familles. Nous soutenons les ambitions les unes des autres. Ils avaient tous l'air si heureux. Portrait de famille parfait. Mon père, le patriarche fier, ma mère, la matriarche nourricière, et Kyle, le fils d'or, recevant son héritage, son droit de naissance. Un peu en avance. J'ai ressenti un œuf familier se former dans mon estomac. J'ai essayé de rester silencieux pour finir mon repas et disparaître. Mais une petite partie stupide et pleine d'espoir de moi s'est manifestée. Waouh! C'est super, Kyle. Félicitations. J'ai forcé un sourire. En fait, j'ai pensé à acheter une propriété moi aussi. Le silence qui suivit était différent de celui du restaurant de steak. Celui-ci était lourd et gênant. Mon père fut le premier à le rompre. Il rit. Ce n'était pas un rire gentil. C'était un aboiement court, sec et dédaigneux. Allons, Léo, dit-il, s'essuyant la bouche avec une serviette. Soyons réalistes. C'est un peu au-dessus de tes moyens. Tu ne crois pas. Pourquoi? Ai-je demandé, ma voix plus basse que je ne voulais qu'elle le soit. Eh bien, pour commencer, l'argent, dit-il, faisant un geste vague avec sa fourchette. Tu gères des appartements. Tu ne les possèdes pas. C'est une ligue différente. Ton salaire. Il est correct pour ce que c'est. Mais un prêt hypothécaire est un engagement sérieux. Ma mère intervint avec ça. Marque de fabrique de condescendance douce. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, mon chéri.
Peut-être que tu pourrais essayer de louer un appartement plus agréable d'abord. Quelque chose avec un balcon. Des petits pas. Des petits pas. J'avais 26 ans. J'avais un diplôme. J'avais un emploi à temps plein avec des responsabilités. Je gérais un immeuble de 200 unités, traitant des budgets, des entrepreneurs, et des problèmes de locataires à 3 heures du matin. Mais dans leurs yeux, j'étais toujours un enfant qui devait faire des petits pas. J'économise, ai-je dit, les mots goûtant comme de la cendre dans ma bouche. J'ai un plan. Mon père secoua simplement la tête, un regard de pitié sur son visage. Un plan, c'est une chose, Léo. Le monde réel en est une autre. Ne te fais pas trop d'illusions juste pour être déçu. Il se tourna ensuite vers Kyle. La vraie conversation. Alors, cette maison que tu regardes en banlieue, a-t-elle un garage pour 2 voitures? Et juste comme ça, j'étais redevenu invisible. Je suis resté assis à finir mon rôti de bœuf. Le nœud dans mon estomac était maintenant un bloc de glace solide. Il n'essayait pas d'être cruel. C'était le pire aspect. Dans leur esprit, ils étaient justes pragmatiques. Ils avaient déjà écrit mon histoire pour moi. Léo, le fils fiable et oubliable qui vivrait une vie petite et simple. Ils ne pensaient tout simplement pas que j'étais capable de plus. Cette nuit-là, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Cela s'est durci. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste souri, aidé à débarrasser la table, et je suis parti. Ils pensaient connaître mon histoire. Très bien. Je devrais juste en écrire une nouvelle sans eux. Je ne suis pas rentré chez moi pour me mettre en colère. Je n'ai pas frappé un oreiller ni conduit sans but. Je suis retourné dans mon petit appartement impeccable d'une chambre. L'un des avantages d'être gestionnaire d'immeuble, et j'ai fait ce que je fais toujours quand je me sens dépassé. J'ai fait une liste. Mais cette fois, la liste était déjà faite. Je me suis assis à mon bureau en aggloméré bon marché, j'ai allumé mon ordinateur portable de seconde main, et j'ai ouvert un dossier sur mon bureau simplement intitulé le projet. Ce qu'il y avait à l'intérieur, ce n'était pas un rêve. C'était un plan de bataille. Pendant les 6 derniers mois, pendant que ma famille pensait que je faisais juste mon travail de bureau de 9h à 17h, je menais une double vie. Chaque soir, après avoir traité les robinets qui fuyaient et les plaintes de bruit, j'étais étudiant. J'ai dévoré tous les livres sur l'investissement immobilier que j'ai pu trouver. J'ai suivi des cours en ligne sur l'évaluation immobilière, le financement, et le droit locatif. J'avais des tableurs qui feraient pleurer un expert comptable. J'en ai ouvert un maintenant intitulé Finance. Le voilà en noir et blanc. 3 ans de vie comme un moine. Pas de vacances luxueuses, pas de nouvelles voitures, pas de dîner coûteux. Mon salaire n'était pas énorme, mais mon loyer était gratuit et j'étais discipliné. Je préparais mon déjeuner tous les jours. J'ai appris à me couper les cheveux moi-même grâce à des vidéos YouTube. Tout cela s'est additionné. Épargne totale. 22 481 $ et 37 cents. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à moi. Chaque centime gagné, chaque centime économisé. C'était la preuve tangible que mon père avait tort. Je n'avais pas seulement un plan. J'avais du capital. J'ai cliqué sur un autre fichier, une liste de propriétés que j'avais surveillées sur le MLS. Je ne regardais pas les maisons neuves et brillantes en banlieue que Kyle envisageait. Je regardais les vilains petits canards, ceux qui effrayaient les autres. Les saisies, les ventes de succession, les bricoleurs spécialisés, et le voilà. Celui vers lequel je revenais sans cesse, un duplex dans un quartier ouvrier à la périphérie de la ville. C'était laid avec un bardage jaune délavé et une cour
envahi par la végétation. Mais j'avais couru les chiffres une douzaine de fois. Prix demandé, 89 000 $. Un acompte de 20% serait de 17 800 $. J'avais ça avec les frais de clôture. J'allais être tendu, mais je pouvais le faire. J'ai ouvert mon tableur de calcul hypothécaire. À un taux d'intérêt de 6,5% sur 30 ans, le capital du prêt, les intérêts, les taxes et l'assurance seraient d'environ 550 $ par mois. Ensuite, j'ai ouvert la troisième pièce du puzzle, les estimations locatives. Les appartements du duplex étaient des unités de 2 chambres, une salle de bain. Des unités similaires dans le secteur se louaient 700 $ par mois. Chacune. Cela faisait 1 400 $ par mois de revenus potentiels. 1 400 $ moins. Les 550 $ de prêt hypothécaire laissaient 850 $ par mois. Même après avoir mis de côté de l'argent pour les réparations, les vacances et les dépenses d'investissement, je serais rentabilisé dès le premier jour. Je n'allais pas seulement posséder une maison. J'allais posséder une petite entreprise. Les chiffres ne mentaient pas. L'opportunité était réelle. La seule chose qui manquait, c'était le courage. Les voix du doute dans ma tête ressemblaient tout à mon père. C'est au-dessus de tes moyens. Soyons réalistes. J'ai ramassé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui connaissait le projet. Ma meilleure amie Chloé. Nous nous connaissions depuis l'université, et elle était tout le contraire de moi. Bruyante, impulsive, et brutalement honnête. Elle a décroché au deuxième appel. Dis-moi que tu n'es pas resté assis là et que tu as accepté ça. Je n'avais pas besoin d'expliquer. Elle savait déjà. Je suis resté assis et j'ai accepté, ai-je admis. Léo, pour l'amour de Dieu, j'ai pu entendre sa voix en train de faire les 100 pas. Tu dois arrêter de les laisser faire ça. Je sais, mais Chloé, je pense que je suis prêt. J'ai pris une profonde inspiration. Le duplex, le jaune. Je vais faire une offre. Il y a eu une pause à l'autre bout. Puis sa voix est revenue. Toute la plaisanterie a disparu, remplacée par un ton ferme et sérieux. Ok, bien. Tu as fait le travail. Tu as couru les chiffres. Tu en sais plus là-dessus que quiconque. Elle a fait une autre pause. Arrête de faire des auditions pour des gens qui n'ont jamais acheté de billets pour ton spectacle. Léo, fais cette satanée offre. Que as-tu à perdre? Que as-tu à perdre? J'ai regardé mes tableurs, les années de travail calme et patient. J'ai pensé au rire dédaigneux de mon père, au sourire compatissant de ma mère. Elle avait raison. Le risque n'était pas de faire l'offre. Le vrai risque était de ne rien faire et de laisser leur version de ma vie devenir la seule. Je le fais, ai-je dit, ma voix stable. Demain. Le lendemain matin, je me suis senti comme un espion. J'ai appelé pour dire que j'étais malade de mon emploi de gestionnaire immobilier pour la première fois en 3 ans. Mon patron était si surpris qu'il m'a demandé s'il devait appeler un médecin. Non, juste un petit rhume, ai-je menti, ressentant un pincement de culpabilité. La vérité, c'est que je me sentais plus vivant que jamais. J'avais déjà été préapprouvé pour un prêt, un processus que j'avais effectué en secret des semaines auparavant. Maintenant, il était temps de rencontrer mon agent. J'avais choisi Brenda, une femme pragmatique dans la cinquantaine spécialisée dans les propriétés d'investissement. Je l'ai rencontrée dans un café loin de mon côté de la ville. Alors, le duplex sur Elm Street, dit-elle, à l'endroit au but après que j'ai présenté mes chiffres. Il est sur le marché depuis un moment. La succession qui le possède est motivée à vendre. Quelle est votre première offre? La voix de
Mon père résonna dans ma tête. Ne te fais pas trop d'illusions. La décision prudente aurait été de faire une contre-offre pour marchander. Mais mes recherches me disaient autre chose. Le prix était déjà juste, presque une bonne affaire. La succession voulait juste s'en débarrasser. Je veux offrir le prix. Fort, dis-je. Brenda haussa un sourcil. Audacieux. J'aime ça, mais tu es sûr? On pourrait peut-être essayer de baisser de quelques milliers. Non, dis-je. Surpris par ma propre fermeté. C'est une bonne affaire. Je ne veux pas risquer de la perdre pour quelques milliers. Offrons le prix demandé, mais avec une condition d'inspection. Brenda sourit. Tu as fait tes devoirs, gamin. Je vais rédiger ça. Les 3 semaines suivantes furent une torture particulière. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur sautait dans ma gorge. La succession devait faire approuver la vente par un juge, un processus lent et plein de bureaucratie. Pendant ce temps, je devais continuer à vivre ma vie normale. J'allais travailler. Je réparais les drains bouchés. J'ai même eu un autre dîner du dimanche chez mes parents. Tu te sens mieux, Léo? Demanda ma mère. Beaucoup mieux, merci, dis-je. Kyle parlait de la guerre d'enchères dans laquelle il était pour un colonial à 4 chambres. Il se plaignait de devoir faire examiner les papiers par un avocat. Il agissait comme un joueur chevronné dans un jeu pour lequel on venait de lui donner les codes de triche. J'ai juste hoché la tête, un sourire silencieux sur mon visage. Mon secret était un manteau chaud et protecteur dans cette salle à manger froide. Finalement, un mardi après-midi, Brenda m'a appelé. Ils ont accepté, dit-elle simplement. Et l'évaluation vient de tomber. Tu ne croiras jamais ça. Quoi? Ai-je demandé, ma main serrant le téléphone. Elle a évalué à 91 000 $. Tu as 2 000 $ de capitaux propres avant même de signer les papiers. Félicitations, Léo. Tu as fait une excellente affaire. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté là-haut. Milieu de mon petit appartement, le silence bourdonnant à mes oreilles. Je l'ai fait. C'était réel. La clôture fut une anticlimax. Vraiment, juste moi, Brenda. Et une montagne de paperasse dans un bureau stérile avec une agente immobilière. À l'air distingué nommée Margaret. J'ai signé mon nom encore et encore jusqu'à ce que ma main se contracte. Ensuite, Margaret a fait glisser un jeu de 2 clés sur la table. Félicitations, monsieur Vance, dit-elle sans lever les yeux. Vous êtes propriétaire. Je suis sorti de ce bureau au soleil éclatant de l'après-midi. Les clés semblaient lourdes et réelles dans ma poche. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Kyle. J'ai juste appelé Chloé. Elle n'a pas dit félicitations. Elle a juste crié. Un long cri joyeux qui m'a fait rire. Jusqu'à me faire mal aux côtes. Nous devons célébrer, a-t-elle crié. Pas encore, ai-je dit. D'abord, je dois aller rencontrer ma locataire. C'est ce que j'ai fait. J'ai conduit directement au duplex sur M Street. Il avait l'air encore plus laid en personne, mais c'était mon vilain duplex. J'ai frappé à la porte de l'unité occupée. Une femme aux yeux fatigués et aux cheveux grisonnants, probablement dans la soixantaine, a ouvert la porte sur un filet. Puis-je vous aider, demanda-t-elle, la voix méfiante. Bonjour, je m'appelle Léo Vance, dis-je, lui tendant la main. Je suis le nouveau propriétaire. Elle a regardé ma main, puis mon visage. Elle n'a pas souri. Super, un autre propriétaire de taudis. Mon cœur s'est effondré. Non, madame, ai-je dit. Rapidement. Je ne le suis pas. J'habite juste de l'autre côté de la ville. Je
Promets que les choses vont changer. J'ai pointé la gouttière qui fuyait et qui pendait du toit. Pour commencer par ça. Je serai là samedi pour la réparer. Elle a juste grogné et a fermé la porte. Ce n'était pas l'accueil que j'espérais. Mais alors que je me tenais sur mon propre porche, regardant ma propre gouttière cassée sur mon propre vilain duplex, je ne me suis pas senti découragé. J'ai ressenti un sentiment de but. C'était ça. C'était le début. Ce samedi, j'étais au duplex à 7 heures du matin avec une nouvelle échelle, une boîte à outils que j'avais acheté avec mes derniers centaines de dollars, et une douzaine de tutoriels YouTube chargés sur mon téléphone. La femme aux yeux fatigués, dont j'ai appris le nom était Madame Diaz, m'a regardé de sa fenêtre. Pendant que je me battais avec l'échelle pour la mettre en place. Je pouvais sentir son scepticisme de l'autre côté de la pelouse. La gouttière n'était que le début. Le précédent propriétaire, une entreprise hors de l'État, avait laissé l'endroit se dégrader. Dans l'unité vacante, celle que je prévoyais de louer, le tapis était taché et sentait la cigarette éventée. Le robinet de la cuisine avait une goutte persistante et une partie entière du placoplâtre dans la salle de bain était molle à cause d'une fuite. Pendant les 2 mois suivants, ce duplex est devenu ma vie. J'allais travailler à mon emploi de gestionnaire immobilier de 9h à 17h. Puis je conduisais directement à M Street et je travaillais jusqu'à ce que je sois trop épuisé pour voir correctement. Je suis devenu un expert autodidacte en tout. J'ai appris à réparer le placoplâtre, à remplacer un robinet, à poser des revêtements de sol en vinyle. Mes jointures étaient perpétuellement écorchées, mon dos me faisait toujours mal, et j'avais de la peinture dans les cheveux plus souvent qu'autrement. Un samedi après-midi suffocant, j'étais à 4 pattes dans l'unité vacante, en train de me battre avec une toilette que j'essayais de remplacer. J'étais couvert de sueur, de saleté et de quelque chose que je priais pour que ce soit juste de l'eau rouillée. J'ai entendu un léger coup à la porte ouverte. C'était Madame Diaz. Elle tenait un grand verre de limonade, la condensation coulant sur le côté. Tu as l'air d'en avoir besoin, dit-elle, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Je me suis assis sur mes talons, m'essuyant le front avec le dos d'une main sale. Merci, Madame Diaz. Vous me sauvez la vie. Elle m'a regardé un moment, considérant le chaos de ma rénovation amateur. Le dernier gars, dit-elle. Celui de la compagnie. Il envoyait juste un gamin qui mettait un peu de peinture sur les taches d'eau et appelait ça réglé. Il n'a jamais réparé la vraie fuite. Ce n'est pas la bonne façon de faire, ai-je dit, prenant une longue gorgée de limonade. C'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Non, ce n'est pas, a-t-elle convenu. Elle a regardé le nouveau revêtement de sol empilé dans le coin, la peinture fraîche sur les murs. Tu travailles dur. Ce n'était pas une question. C'était une observation, et venant d'elle, cela signifiait plus que n'importe quelle louange que ma famille aurait pu me donner. J'essaie, dis-je. À partir de ce jour, les choses ont changé. Madame Diaz a commencé à me laisser une boisson fraîche sur le porche quand elle voyait ma voiture. Elle m'avait offert une assiette des tamales qu'elle préparait. Elle m'a dit que son nom était Maria. Elle m'a parlé de ses petits-enfants, et elle a commencé à parler de ses amis du jeune homme gentil qui avait acheté l'immeuble. Au moment où j'étais prêt à louer la 2e unité, je n'avais même pas besoin de poster une annonce. L'ami de Maria, un homme calme nommé Frank qui travaillait à l'usine automobile voisine, attendait pour emménager. J'étais officiellement un propriétaire, un vrai. J'avais 2 locataires qui payaient leur loyer à temps, une propriété qui augmentait lentement de valeur, et un flux de trésorerie positive de près de $900 par mois après toutes mes dépenses. J'ai pris cet argent et je n'en ai pas dépensé un sou. Il est allé directement dans un nouveau compte d'épargne à haut rendement que j'ai ouvert.
Je l'ai surnommé le fond de toiture parce que je savais avec une certitude qui s'installait au plus profond de mes os que ce n'était que le premier toit. J'allais en acheter d'autres. Mon monde s'était divisé en deux. Il y avait le Léo que ma famille voyait, le fils calme et sans ambition qui gérait des appartements. Et puis il y avait le vrai moi, celui qui passait ses week-ends couverts de poussière de plaque-au-plâtre, construisant un avenir pièce par pièce, un duplex délabré à la fois. Et pour l'instant, j'étais heureux de garder ces deux mondes complètement séparés. Environ 6 mois après avoir acheté mon duplex, j'ai reçu l'inévitable invitation gravée alors dans la poste. Vous êtes joyeusement invité à célébrer la nouvelle maison de Kyle Vance. Bien sûr, Kyle avait enfin remporté sa guerre d'enchères. Mes parents avaient, j'en étais sûr, contribué plus que le simple acompte pour garantir la victoire. Une fête de pendaison de crémaillère était prévue. La présence n'était pas facultative. J'ai pénétré dans une maison qui était l'incarnation physique de la personnalité de mon frère. Grande, bruyante et conçue pour impressionner. C'était un colonial à 4 chambres dans un nouveau lotissement où toutes les maisons se ressemblaient, juste avec des volets de couleurs différentes. La pelouse était d'un vert anormalement vif, et il y avait un tout nouveau SUV dans le garage pour 2 voitures. La maison était bondée d'amis de mes parents et du groupe de copains de Kyle de son travail en marketing. La musique jouait un peu trop fort. Les gens buvaient du champagne dans des flûtes en plastique. Ma mère m'a trouvé instantanément, me serrant dans une étreinte qui sentait la laque et la fierté. Léo, n'est-ce pas merveilleux? Notre Kyle, un propriétaire, dit-elle en montrant du doigt le salon ouvert avec ses plafonds cathédraux et sa télévision à écran plat géante. Il a un si bon goût. Mon père tenait la cour près de l'immense îlot de cuisine. Avec un dessus en granit, un verre de scotch à la main. Il racontait une histoire à un public captivé qui comprenait mon oncle Bob et quelques-uns de ses voisins. Et je lui ai dit, disait mon père, Kyle, tu ne peux pas lésiner sur la cuisine. La cuisine est le cœur de la maison. Tu obtiens les meilleurs appareils, les meilleurs comptoirs. C'est un investissement dans ton avenir. Kyle, debout à proximité, s'est contenté de sourire et d'absorber tout cela. Je me suis senti comme dans une pièce de théâtre. Une pièce où tout le monde connaissait ses répliques sauf moi. Ils célébraient tous ce symbole de succès. Cette maison achetée avec l'argent de mes parents et un salaire que je savais pour un fait était étayé par une montagne de dettes de cartes de crédit. Pendant ce temps, mon succès silencieux, mon vilain petit duplex qui rapportait réellement de l'argent, était un secret que personne ici ne comprendrait ou n'apprécierait jamais. Mon père m'a repéré et m'a fait signe. Léo, viens ici. Bois du champagne. Il m'a tapé sur le dos un peu trop fort. Vois ça, fiston? Dit-il. C'est ça qui compte. S'enraciner, se faire une place. Il s'est penché, sa voix baissant à un murmure de conspirateur. Tu sais, j'ai réfléchi. Tu travailles à ce poste de gestionnaire immobilier depuis quelques années. Maintenant, il est temps que tu commences à penser à une vraie carrière. Tu ne rajeunis pas. Il l'a dit avec un sourire, comme s'il me donnait le conseil le plus sage du monde. Il n'avait aucune idée que j'étais déjà un propriétaire d'entreprise. Il n'avait aucune idée que ma valeur nette était probablement supérieure à celle de mon frère, qui montrait actuellement son nouveau réfrigérateur capable de distribuer 4 types de glace. Une vieille colère, chaude et vive, a éclaté dans ma poitrine. Je voulais crier. Je voulais sortir mon téléphone et lui montrer mon compte bancaire, mes rôles de loyer, les photos des planchers que j'avais installés de mes propres mains. Mais à quoi bon? Il n'aurait pas vu ça comme un succès. Il l'aurait vu comme un risque, comme un passe-temps étrange et légèrement embarrassant. Ils auraient critiqué le quartier,
l'âge du bâtiment, le fait que j'ai dû réparer les toilettes moi-même. Ils auraient trouvé un moyen de le diminuer, de le rendre petit. Parce que mon succès ne correspondait pas à leur récit. Alors, j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. J'ai avalé la colère. Je l'ai laissé se transformer en cette résolution froide et dure. J'ai regardé mon père dans les yeux. J'ai souri d'un sourire sincère et calme. Tu as raison. Papa, dis-je. J'y penserai. J'ai levé ma flûte en plastique. Félicitations à Kyle. La maison est magnifique. Et alors que je m'éloignais pour prendre un verre que je ne voulais pas, j'ai pris une nouvelle promesse à moi-même. Je n'allais pas seulement acheter une propriété de plus. J'allais construire un empire silencieux et invisible qu'il ne verrait jamais venir. L'année suivante a été un tourbillon de travail calculé et implacable. Le Léo que ma famille connaissait a continué sa routine. Il s'est présenté au dîner du dimanche, a apporté une bouteille de vin et a écouté patiemment les histoires de Kyle sur sa promotion, sa nouvelle voiture et ses projets de construction d'une terrasse. Il était prévisible. Il était stable. Il était ennuyeux. Le vrai Léo, cependant, était un fantôme. Il se levait à 5 heures du matin pour parcourir les annonces avant le travail. Il passait ses pauses déjeuner au téléphone avec des entrepreneurs et ses soirées à conduire dans les quartiers à la recherche de panneaux à vendre par propriétaire. Le fond de toiture augmentait régulièrement. Le flux de trésorerie du duplex était automatique, un bourdonnement silencieux et rassurant en arrière-plan de ma vie. Après un an, j'avais économisé près de $15 000 à nouveau. Il était temps pour la deuxième propriété. C'est là que l'univers a décidé de me lancer une courbe. Je parcourais mes emails un soir quand un nom est apparu qui m'a serré l'estomac. Amanda Bennett. Amanda avait été la petite amie de Chloé à l'université. Leur rupture avait été légendaire, dramatique, désordonnée, et la raison pour laquelle Chloé refusait toujours d'aller dans certains cafés. Amanda avait toujours été impitoyablement ambitieuse. Je me souviens qu'elle avait dit à Chloé une fois qu'elle avait besoin d'un partenaire qui allait quelque part, un commentaire qui m'avait indigné à l'époque. Et voilà qu'elle était dans ma boîte de réception. L'email était une diffusion marketing générique d'une société immobilière que je ne reconnaissais pas. Amanda était agent. Maintenant. Apparemment, l'objet disait « Opportunité d'investissement intéressante pour les acheteurs avertis ». Normalement, je l'aurais supprimé, mais une curiosité morbide m'a poussé. Je l'ai ouvert. C'était une liste de propriétés en détresse. Et la troisième sur la liste m'a fait arrêter le cœur. C'était un autre duplex. Plus petit cette fois, dans une rue appelée Maple Avenue. C'était une saisie bancaire. Le prix était presque ridiculement bas, $72 000. Les photos étaient terribles. La pelouse était une jungle et il y avait une planche sur l'une des fenêtres. Mais l'emplacement était bon. Proche d'une ligne de bus et d'un petit collège communautaire. Les chiffres ont commencé à tourner dans ma tête avant que je ne puisse les arrêter. J'ai appelé Chloé. Tu ne vas pas croire qui vient de m'envoyer un email. Quand j'ai dit le nom d'Amanda, elle a grogné. Oh non. Que veut-elle? A-t-elle trouvé ton blog secret de millionnaire? J'ai ri. C'est une agent immobilier maintenant. Et Chloé, elle t'a peut-être envoyé par erreur l'affaire du siècle. PFFF. Bien sûr qu'elle l'a fait, a grogné Chloé. Elle échoue en montant. Elle a fait une pause. C'est une bonne affaire? Pour de vrai? Ça pourrait l'être, ai-je dit, ma voix s'emballant. Le prix est démentiel. Si la structure est bonne, ça pourrait être un coup de circuit. Alors appelle-la, a dit Chloé, sa voix ferme. Appelle-la, tu obtiens la maison,
Et tu utilises le profit pour construire une statue dorée géante de toi. Lui disant de se faire voir. Ce sera de la justice poétique. C'était étrange de prendre rendez-vous avec l'ex célèbre de ma meilleure amie, mais Amanda était très professionnelle. Elle m'a rencontré à la propriété, ses talons s'enfonçant dans la pelouse boueuse. Elle se souvenait à peine de moi. L'endroit était en mauvais état. Il sentait la poussière et la décomposition, mais la fondation était solide, le toit était plus récent, et la disposition était bonne. La banque voulait juste s'en débarrasser. Il ne s'intéressait pas à la négociation. J'ai dit à Amanda que je la prenais. Le financement a été un cours magistral de manœuvres financières créatives et légèrement terrifiantes. Je n'avais pas assez d'argent pour un acompte de 20% cette fois-ci. Alors, je suis allé à ma banque locale, celle où j'avais un historique. Je leur ai montré mon historique de paiement parfait sur le premier duplex. Je leur ai montré mes rôles de loyer. Je leur ai montré mes tableurs. Je les ai convaincus de me donner un refinancement par rachat sur ma première propriété. Sa valeur avait déjà augmenté grâce aux améliorations cosmétiques et aux locataires fiables. J'ai retiré 20 000 $ de capitaux propres. C'était le chèque le plus effrayant que j'ai jamais tenu dans ma main. Cela, combiné à mon fonds de toiture, a suffi. J'ai acheté ma deuxième propriété avec le flux de trésorerie de ma première. J'utilisais mon effet de levier. J'étais un vrai investisseur. Le travail recommençait. Plus de poussière, plus de peinture, plus de jointures. Écorché. Mais cette fois, c'était différent. J'étais plus rapide, plus confiant. Je savais ce que je faisais. 6 semaines plus tard, les 2 unités étaient louées à des étudiants du collège communautaire. Mon flux de trésorerie positif mensuel a triplé. L'empire grandissait et personne ne le savait encore. Avec 2 propriétés en bon état de marche, un sentiment dangereux commençait à s'installer. La confiance. J'étais en train de devenir bon dans ce domaine. J'avais un système. J'avais une formule. Et c'est là que j'ai fait ma première grosse erreur. Je me suis mis à l'aise. J'ai commencé à faire confiance à quelqu'un. Il s'appelait Derek. C'était un gars d'un des séminaires immobiliers en ligne que j'avais suivi. Nous étions dans un chat de groupe privé pour les anciens élèves du cours et il était toujours le plus vocal, le plus enthousiaste. Il habitait dans la même ville et nous nous étions rencontrés pour prendre un café quelquefois. Il était vif et semblait avoir faim, tout comme moi. Il m'a dit qu'il avait du mal à trouver sa première transaction, et j'ai ressenti une pointe de sympathie. J'étais passé par là. Il faut trouver les choses hors marché, lui ai-je dit un après-midi, me sentant expansif et un peu comme un mentor. Les vraies affaires ne sont pas sur le MLS. Il faut construire un réseau. Comment ? Demanda-t-il, se penchant avec empressement. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai hésité. J'avais passé des mois à cultiver une relation avec Brenda, mon agent. J'avais également noué des contacts avec quelques entrepreneurs locaux, un agent de prêt sympathique, même un rabatteur. Un vieil homme retraité qui faisait le tour à la recherche de propriétés en difficulté pour une petite commission de chercheurs. C'était ma sauce secrète. Mais Derek semblait si sincère. Il faut parler aux gens, dis-je. Et puis j'ai fait quelque chose de stupide. J'ai partagé une astuce spécifique. Écoute, il y a une rumeur selon laquelle un vieil immeuble d'appartement près du sentier universitaire va être vendu. Le propriétaire se fait vieux, veut prendre sa retraite. C'est un immeuble de 4 unités, un quat, ça pourrait être une vache à lait, mais ça demande beaucoup de travail. Le propriétaire s'appelle Monsieur Gable. Je pensais à la propriété pour moi-même, mais
C'était un projet plus important que tout ce que j'avais jamais abordé. Il aurait fallu un prêt commercial et un budget de rénovation sérieux. C'était ma cible de niveau supérieur. Le partager semblait peu risqué. Ce n'était qu'une rumeur. Les yeux de Derek se sont illuminés. Waouh, mec. Merci. C'est un énorme tuyau. Nous avons terminé notre café et je suis parti me sentant bien. J'avais aidé quelqu'un. Je payais au fur et à mesure. Une semaine plus tard, j'ai appelé Brenda. Et, tu as entendu parler d'autre chose à propos de cette propriété? Gable sur le sentier? Il y a eu une pause. Le quat. Oh, mon chéri, ce navire est parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon estomac s'est glacé. Quelque jeune ambitieux est passé la semaine dernière, dit-elle. Il est allé directement voir le vieux Gable. Lui a fait une offre entièrement en espèces. Sans même voir. On dit qu'il travaille pour Mark Peterson. Mark Peterson. Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Mark était un investisseur local bien connu, mais pas dans le bon sens. C'était un requin, un flipper qui achetait des propriétés, faisait les rénovations cosmétiques les moins chères possibles, puis augmentait les loyers, expulsant les résidents de longue date. C'était tout ce que je ne voulais pas être. J'avais même été en compétition avec lui et perdu sur une propriété il y a quelques mois. C'était mon concurrent. Direct, mon rival. Le gamin qui a fait l'offre, continua Brenda. On dit que son nom était Derek quelque chose. Le monde s'est tu. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il n'était pas en difficulté. Il me jouait. Il ne cherchait pas sa première affaire. C'était un éclaireur pour l'ennemi. J'avais emballé mon prochain grand coup et je l'avais remis à mon plus grand concurrent. Je me suis senti naïf. Je me suis senti stupide. Je me suis senti en colère. Le vieux Léo se serait retiré, aurait léché ses plaies, et aurait tout mis sur une leçon douloureuse. Mais c'était le nouveau Léo, le Léo qui avait reconstruit deux duplex de ses propres mains. J'ai raccroché avec Brenda et je suis resté assis en silence pendant 10 minutes. Je n'ai pas paniqué. J'ai élaboré une stratégie. Derek et Mark avaient l'information privilégiée, mais ils n'avaient pas encore conclu l'affaire. Ce n'était qu'une offre. J'ai pensé à M. Gable, un vieil homme qui voulait prendre sa retraite. Qu'est-ce qu'un vieil homme voudrait de plus que juste de l'argent? Il voudrait une rupture nette. Il voudrait savoir que son héritage, l'immeuble qu'il possédait depuis 40 ans, était entre de bonnes mains. J'ai fait quelque chose que Mark Peterson ne ferait jamais. J'ai fait mes recherches. J'ai découvert que la femme de Monsieur Gable était décédée il y a quelques années. J'ai découvert qu'il avait un chien, un terrier dépenaillé nommé Gus. J'ai découvert qu'il mangeait son petit déjeuner dans le même restaurant tous les matins. Le lendemain, je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé d'avocat. Je suis allé au restaurant. Je me suis assis au comptoir et j'ai commandé un café. J'ai attendu. Quand M. Gable est entré, je suis allé vers lui. M. Gable, ai-je dit, mon nom est Léo Vance. Je suis un propriétaire local. Je sais que vous êtes un homme occupé, mais je serais honoré si vous me laissiez vous payer le petit déjeuner, et j'aimerais vous dire pourquoi je pense être la bonne personne pour acheter votre immeuble. Il m'a regardé surpris. Puis il a hoché la tête. Nous nous sommes assis dans une banquette pendant 2 heures. Je n'ai pas seulement parlé de chiffres. J'ai parlé de ma philosophie. Je lui ai parlé de Madame Diaz et de Franck. Je lui ai dit que je faisais les réparations moi-même. Je lui ai dit que je voulais retaper l'immeuble, pas juste le revendre.
Je voulais créer de bonnes maisons pour les gens. 7. Après-midi là, j'ai fait rédiger une offre par mon avocat. Ce n'était pas tout. En espèces, mais c'était plus élevé que l'offre de marque, et cela incluait une clause permettant à Monsieur Gable de rester dans son propre appartement sans payer de loyer pendant 1 an, le temps qu'il trouve sa prochaine étape. 2 jours plus tard, Monsieur Gable m'a appelé lui-même. L'affaire est à toi, fiston, dit-il. L'autre gars, son avocat, c'était un vrai requin. Je ne l'aimais pas. Je t'aime. Bien. J'avais gagné. J'avais été trahi. J'avais été déjoué. Et j'avais riposté. Pas avec de l'argent, mais avec de l'intégrité. C'était une victoire qui avait un goût plus doux que toutes les autres. Et cela m'a appris la leçon la plus précieuse de toutes. Dans le monde de l'immobilier, vous êtes soit le requin, soit celui qui sait nager avec eux sans se faire mordre. Le prochain rassemblement familial fut Thanksgiving, quelques mois après que j'ai conclu l'affaire du Quat. Les rénovations étaient déjà en cours. Un projet massif qui absorbait tout mon temps et mon argent. J'étais stressé, épuisé, mais aussi exalté. Je possédais maintenant un total de 8 unités. Mon passe-temps à temps partiel se transformait rapidement en une obsession à temps plein. Mon père avait, comme d'habitude, invité certains de ses contacts professionnels. 7 fois, c'était le grand, Monsieur Harrison, le PDG. Il était là avec sa femme, et sa présence projetait une énergie formelle, légèrement tendue sur le chaos familial habituel. J'essayais de rester à l'écart, de faire de la petite conversation avec ma tante Carole quand mon père m'a coincé avec Monsieur Harrison à sa suite. La redoutée introduction. Harrison, tu connais mon fils Kyle, dit mon père, désignant où mon frère expliquait bruyamment le marché boursier à notre cousin. Et voici Léo. Monsieur Harrison me serra la main. Sa poigne était ferme, ses yeux analytiques. Richard m'a dit que tu travaillais dans la gestion immobilière, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui, monsieur, dis-je. Je gère un immeuble en centre-ville. Nous nous sommes tenus dans ce silence gênant qui se produit quand les adultes n'ont rien à se dire. Mon père, désespéré d'impressionner, a essayé de le combler. Le marché est fou en ce moment. N'est-ce pas, Harrison? Kyle disait justement, le marché résidentiel surchauffe. Monsieur Harrison haussa les épaules sans engagement. Le résidentiel. C'est émotionnel. Je préfère le commercial. Et puis, sans réfléchir, j'ai parlé. Les mots sont sortis tout seuls. Un produit de centaines d'heures de recherche que j'avais faite. Ce n'est pas seulement le commercial. La vraie opportunité en ce moment, ce sont les unités multifamiliales dans les quartiers de classe B et C. Les grands investisseurs les ignorent, mais la demande de locations abordables monte en flèche. Il y a une lacune sur le marché. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Monsieur Harrison a tourné toute son attention vers moi pour la première fois. Il a étudié mon visage. Une lacune sur le marché? Répéta-t-il lentement. C'est une analyse très spécifique pour un gestionnaire immobilier. J'ai senti une bouffée de panique. J'en avais dit trop. J'ai vu mon père me regarder. Une expression étrange sur son visage. C'était de la confusion, mêlée d'une pointe de suspicion. Il ne m'avait jamais entendu parler comme ça. J'ai juste haussé les épaules, essayant d'avoir l'air décontracté. Je lis beaucoup, ai-je marmonné. Monsieur Harrison a maintenu mon regard une seconde de plus, puis a légèrement hoché la tête. Intéressant. Il s'est détourné pour parler à mon oncle, le moment brisé. Mais quelque chose avait changé. Mon père me regardait toujours, le front plissé. C'était la première fois qu'il me
Regardait et qu'il ne voyait pas le fils simple et prévisible qu'il pensait connaître. Ce n'était qu'une fissure dans la façade. Mais c'était un début, et je savais avec un frisson soudain que le mur que j'avais construit entre mes deux mondes commençait à s'effondrer. L'appel est arrivé un lundi matin. J'étais en pleine négociation d'une remise en gros sur des toilettes à faible débit, le genre de tâche peu glamour qui était devenu ma réalité quotidienne. L'identifiant de l'appelant était un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce Léo Vance, demanda une voix nette et professionnelle. C'est moi, dis-je. Distrait, regardant toujours les spécifications des toilettes sur l'écran de mon ordinateur. Je m'appelle Jessica Chin. Je suis journaliste économique au Métro Business Journal. J'ai arrêté de cliquer. Mon attention s'est immédiatement portée sur le téléphone. D'accord. On m'a donné votre nom par une agent immobilier, Brenda Mason. Elle s'occupe de nombreuses annonces immobilières pour moi et elle m'a mentionné. Elle a dit, je cite, vous devriez écrire sur ce gamin au lieu de tous ces costumes d'entreprise. Elle m'a raconté un peu votre histoire, comment vous avez acquis plusieurs propriétés en quelques années. Seulement, en commençant par un simple duplex. Mon cœur a commencé à battre là. Chamade contre mes côtes. Cela ne faisait pas partie du plan. Le plan était de rester invisible, de continuer à construire dans l'ombre. Je ne sais pas si j'appellerais ça une histoire, ai-je dit, en essayant de minimiser. J'ai juste eu de la chance. Brenda ne pense pas que ce soit de la chance, dit Jessica. Et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Elle pense que c'est une excellente histoire sur l'entrepreneuriat, surtout dans le marché actuel où tout le monde pense qu'il faut un gros héritage ou une fiducie pour commencer. Nos lecteurs adorent ce genre d'histoire. L'outsider, l'homme qui s'est fait tout seul. C'est le rêve américain, n'est-ce pas? Le rêve américain. Cela sonnait si étrange quand elle l'a dit. Je pensais juste que c'était mon secret. Je comprends, dit-elle. Mais réfléchissez-y, Léo. Votre histoire pourrait inspirer les gens. Pourrait leur montrer qu'il y a une autre façon, que vous n'avez pas à suivre le chemin traditionnel. Nous n'aurions pas à utiliser les adresses exactes ou quoi que ce soit qui compromettrait vos locataires. Ce serait à propos de vous, de votre stratégie, de votre travail acharné. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Nous avons raccroché et j'ai immédiatement appelé la seule personne en qui j'avais confiance. Chloé. Absolument pas, fut sa première réaction. Pas question. Ta famille va le voir. Ça va ruiner ton plan. Ne le fais pas. Je sais, dis-je. C'est ce que mon instinct me dit. Écoute. Ton instinct, dit-elle. Ton instinct t'a mené jusqu'ici. Mais pendant les quelques jours suivants, je n'ai pas pu me sortir les mots de Jessica de la tête. Ton histoire pourrait inspirer les gens. Et une autre pensée, plus égoïste, a commencé à se former. S'approprier son histoire. Pendant des années, ma famille avait écrit mon histoire pour moi. Ils étaient les auteurs de ma vie calme et sans prétention. C'était l'occasion de prendre enfin le stylo. Moi-même, de raconter l'histoire telle qu'elle s'était réellement déroulée. C'était une pensée terrifiante et c'était aussi enivrant. Vendredi, j'ai rappelé Jessica Chin. Ok, dis-je, ma voix à peine un murmure. Je le ferai. L'interview a eu lieu une semaine plus tard. Jessica était intelligente, vive. Et elle posait toutes les bonnes questions. Elle ne demandait pas seulement les chiffres. Elle demandait les nuits que j'avais passées à réparer le placoplâtre. Elle demandait à Madame Diaz. Elle demandait ce qui me motivait. J'étais prudent. Je n'ai jamais mentionné ma famille. J'ai parlé de ma motivation en termes généraux, un désir d'indépendance, de construire quelque chose à moi. 2.
Semaine plus tard, Jessica m'a envoyé par email un lien vers l'article. C'était un article numérique sur le site web du journal. Mes mains tremblaient. Si fort que je pouvais à peine cliquer sur le lien. Et là, il y avait une photo. De moi debout devant le quad fraîchement rénové sur le sentier. Je souriais, un sourire fatigué mais fier. Et le titre qui m'a coupé le souffle. Comment un jeune de 29 ans a construit un portefeuille immobilier de 320 000 $. Sans argent de famille. L'expression « sans argent de famille » ressemblait à un coup de feu tiré directement sur la table du dîner de mes parents. L'article était juste. Il était exact. Il me faisait paraître impressionnant. Pendant quelques heures, rien ne s'est passé. Le monde a continué de tourner. Puis, à 15h15, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de ma mère. Nous devons parler. Puis un autre SMS de mon père. Appelle-moi maintenant. Puis un appel. Manqué de Kyle. Puis un autre. Et encore un autre. Mon téléphone a commencé à vibrer de façon incontrôlable. Une cascade de notifications de membres de la famille dont je n'avais pas parlé depuis des mois. Des tantes, des oncles, des cousins. Le groupe de discussion familiale, qui était resté dormant pendant des semaines, explosait avec des liens vers l'article. Le mur que j'avais si soigneusement construit entre mes deux mondes ne s'était pas seulement effondré. Il avait été anéanti par un seul article bien écrit. Le secret était révélé, et j'avais le sentiment que les répercussions seraient bibliques. Et cela nous ramène au restaurant de steak, aux lumières tamisées, et au lourd silence suffocant. Nous sommes de retour à ce moment-là. Mon père, Richard, figé. Avec un regard de choc pur et incompréhensif. Ma mère, la main sur la bouche. Les yeux écarquillés. Kyle au bout de la table, enfin silencieux, la mâchoire pendante. Ils fixaient tous l'homme au centre de la table. Monsieur Harrison, et M. Harrison me regardait, le masque poli et dédaigneux avait disparu. Il me regardait avec le regard vif et appréciateur d'un prédateur qui venait de découvrir une nouvelle espèce intéressante dans son propre jardin. Il a levé son téléphone, l'écran brillant de l'article du Metro Business Journal. 7. Article, dit Monsieur Harrison, sa voix traversant le silence comme un rasoir. Il est dit ici que vous possédez 8 unités, un portefeuille d'une valeur de plus de 300 000 $. Est-ce bien vous, Léo? Je n'ai pas pu regarder mon père. J'ai juste rencontré le regard de Monsieur Harrison. J'ai donné un petit signe de tête. Oui, monsieur, dis-je. C'est moi. Un son grave. Quelque chose entre un halètement et un gémissement s'est échappé de ma mère. Mon père a finalement trouvé sa voix. C'était un son étouffé, étranglé. Harrison. Il doit y avoir une erreur. Un autre Léo Vance. Mon fils. Il gère des appartements. Monsieur Harrison ne l'a même pas regardé. Il était toujours concentré sur moi. L'article dit que tu as commencé avec un simple duplex acheté avec tes propres économies, poursuivi Monsieur Harrison. Il parle de ta stratégie axée sur les unités multifamiliales dans des quartiers négligés. Utiliser tes actifs pour grandir intelligemment. C'est sacrément intelligent. Il a posé son téléphone sur la table avec un bruit sourd et doux. Il s'est penché en avant. Le reste du monde, le reste de la table a disparu. Il n'y avait que nous deux. Richard, dit Monsieur Harrison, se penchant finalement en arrière dans sa grande chaise en cuir, tu m'as dit que ton fils gérait des appartements. Ce jeune homme ne fait pas que les gérer. Il les possède. Ce n'est pas un employé, Richard. C'est un investisseur. C'est l'un des nôtres. L'un des nôtres.
Les 3 mots les plus puissants que j'ai jamais entendus. Mon père avait l'air d'avoir été giflé. Il ouvrit la bouche. Puis la ferma. Il me regarda. Ses yeux se remplirent d'une tempête de confusion, de trahison et d'un respect horrifié naissant. Mais Monsieur Harrison n'en avait pas fini. Ce n'était pas juste une correction. C'était un couronnement. Léo, dit-il, sa voix résonnant maintenant avec énergie. Mon entreprise lance un nouveau projet de développement mixte l'année prochaine. Nous incluons un bloc d'unités résidentielles multifamiliales spécifiquement pour les locations à long terme. C'est un nouveau domaine pour nous. J'ai besoin d'un partenaire du côté résidentiel. Quelqu'un qui comprend ce marché dès le départ. Quelqu'un d'avide. Qui sait trouver de la valeur là où les autres ne le font pas. Il m'a tendu la main à travers la table. La pièce entière semblait retenir son souffle. Ce n'était pas juste un compliment. Ce n'était pas juste une validation. C'était une offre. Une offre qui allait changer ma carrière et ma vie. C'était une promotion, pas de mon patron, mais du roi de toute l'industrie de notre ville. Ma main me semblait engourdie alors que je me levais pour la secouer. Sa poigne était comme de l'acier. Cela me plairait beaucoup, Monsieur Harrison, dis-je, ma voix. Il a souri, un vrai sourire sincère cette fois. Bien. Mon bureau vous appellera demain. Il s'est ensuite reculé, a ramassé son verre de vin et a pris une gorgée comme s'il n'avait pas fait exploser une bombe nucléaire au milieu de notre dîner de famille. La conversation à la table n'a pas repris. Impossible. Le monde avait été irrévocablement altéré. J'ai finalement osé jeter un coup d'œil à ma famille. Ma mère pleurait ouvertement, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Kyle avait l'air pâle, comme s'il allait être malade. Et mon père, il me regardait simplement. Le condescendance avait disparu. La pitié avait disparu. La fierté arrogante avait disparu. Tout ce qui restait était un regard brut, perplexe, qui disait, c'est clair comme le jour, qui es-tu? C'était une bonne question. Et pour la première fois de ma vie, je connaissais la réponse. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai finalement repris le contrôle de ma propre histoire. Merci d'être resté avec moi jusqu'à présent. Vous êtes incroyable. Si vous êtes là, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton j'aime et commentez le numéro ainsi dessous juste pour que je sache que vous avez parcouru ce chemin avec moi. Cela aide plus de gens à trouver cette histoire et cela me fait honnêtement savoir que ce que j'ai vécu a un sens pour quelqu'un d'autre. Votre soutien est la principale raison pour laquelle je peux continuer à partager le reste de ce voyage. La route du retour du restaurant de steak fut silencieuse. Mes parents avaient insisté pour que je rentre avec eux. Je pense qu'ils avaient peur que je disparaisse dans la nuit. Une créature mythique nouvellement découverte qu'ils n'avaient aperçue que brièvement. Nous nous sommes assis dans la grande berline de mon père. L'odeur du cuir et le parfum de ma mère remplissant l'espace où les mots auraient dû être. Nous sommes entrés dans leur maison, la même maison où mon ambition avait été si négligemment écartée il y a des années. Nous nous sommes tenus maladroitement dans le salon. Mon père faisait les 100 pas. Ma mère se tordait les mains. Finalement, mon père s'est arrêté et m'a fait face. Pourquoi? Demanda-t-il, sa voix brute. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? La question était si simple et la réponse si complexe. J'ai pris une profonde inspiration. Le vieux Léo aurait marmonné des excuses, aurait essayé de régler les choses. Mais le vieux Léo avait disparu. Il était mort dans ce restaurant ce soir. Pourquoi vous l'aurais-je dit? Ai-je demandé, ma voix égale et calme. Ce n'était pas une accusation. C'était une question sincère. Mon père a tressailli.
Parce que nous sommes ta famille. Exactement, dis-je. Quand Kyle a voulu acheter une maison, vous lui avez fait un chèque. Quand j'ai dit que je voulais acheter une maison, vous avez ri. Vous m'avez dit d'être réaliste. Vous m'avez dit de faire des petits pas. Vous m'avez dit de ne pas me faire trop d'illusions. Je ne criais pas. Ma voix était basse, mais chaque mot tombait avec le poids des années de ressentiment. Nous ne savions pas. Commença ma mère, sa voix tremblante. Nous ne savions pas que tu étais si sérieux. Nous pensions que ce n'était qu'un rêve. Pourquoi était-ce un rêve? Pour moi et un plan pour Kyle? Ai-je demandé, la regardant droit dans les yeux. Il avait été viré de 2 emplois. Il n'avait aucune économie. Vous n'avez pas vu ça comme un risque. Mais mon rêve, mon plan, basé sur mon propre argent que j'avais économisé. C'était irréaliste. Elle n'avait pas de réponse. Elle s'est contentée de baisser les yeux sur ses mains. Kyle, qui nous avait suivis depuis le restaurant dans sa propre voiture, se tenait dans l'embrasure de la porte, semblant plus petit que je ne l'avais jamais vu. C'est de moi que vous étiez censé vous inquiéter, ai-je poursuivi, les mots sortant maintenant. Le discret, celui qui trouverait un emploi sûr et ne ferait jamais de vagues. Vous m'avez mis dans une boîte confortable et prévisible. Et au moment où j'ai essayé d'en sortir, vous m'avez dit de rentrer. Nous essayons juste de te protéger, s'écria mon père. Le monde est un endroit difficile. Nous ne voulions pas te voir échouer. Vous ne vouliez pas me voir échouer. Ai-je dit, un rire amer et sans joie. Non, vous ne vous attendiez tout simplement pas à ce que je réussisse. Vous n'avez jamais, pas une seule seconde, cru que je pourrais faire quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer pour moi. Je suis allé à la cheminée où les photos de famille étaient alignées. Il y en avait des dizaines de Kyle. Kyle à sa remise de diplôme, Kyle dans l'équipe de football, Kyle avec sa première voiture. Il n'y en avait que quelques-unes d'eux. Moi, principalement de quand j'étais un petit enfant. Chaque succès de Kyle, aussi petit soit-il, était une cause de parade. Chaque succès que j'avais, vous ne le remarquiez même pas. Vous souvenez-vous même de mon projet final de fin d'études? J'ai conçu un modèle de logement durable qui a remporté un prix universitaire. Ils m'ont regardé avec des yeux vides. Bien sûr, ils ne s'en souvenaient pas. J'y ai travaillé pendant 1 an, ai-je dit, ma voix épaisse d'émotion. J'y ai mis tout mon cœur. À la cérémonie de remise des prix, je vous ai appelé et vous m'avez dit que vous ne pouviez pas venir parce que vous deviez aider Kyle à déménager un nouveau canapé dans son appartement. Le visage de ma mère s'est décomposé. Le souvenir, une fois enterré, était maintenant mis à nu. Oh, Léo, ce n'est pas grave, ai-je dit, et je le pensais. Vraiment. La colère s'éteignait enfin, laissant un étrange calme et une clarté. Car cela m'avait appris une leçon précieuse. Si je voulais faire quoi que ce soit, je devais le faire seul. Si je voulais réussir, je devais le faire en secret. Tu ne m'as pas forcé à faire ça en cachette. Tes attentes l'ont fait. Je me suis tourné vers Kyle. Il ne me regardait pas dans les yeux. Ce n'est pas de ta faute, lui ai-je dit, et il a finalement levé les yeux, surpris. Tu as juste joué le rôle qui t'a été donné. Je suis juste désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser que je pouvais écrire le mien. La pièce était à nouveau silencieuse, mais cette fois, c'était un silence différent. C'était le son d'une famille qui se recalibrait, d'une structure de pouvoir entière qui existait depuis des décennies soudainement renversée. L'enfant d'or était endetté, et le fil oublié était sur le point de déjeuner avec un PDG. Le monde n'avait plus de sens. Le lendemain matin, mon père a appelé. Sa voix était différente, atténuée. Humble. C'était un ton que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant.
Ta mère et moi avons discuté, dit-il, toute la nuit. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, Léo. Ok, ai-je dit, attendant. Cette entreprise que tu as construite, poursuivit-il, trébuchant sur les mots. Elle est incroyable. Nous sommes si fiers. Nous n'avons juste pas bien montré les choses. Voilà. Pensais-je. Alors, nous voulons en faire partie, dit-il. Le vieux Richard Vance, qui prenait le dessus, réapparaissait enfin. Nous voulons t'aider, ta mère et moi. Nous avons de l'argent mis de côté en actions. Nous pourrions en liquider une partie. Nous pourrions investir dans ton entreprise. Être des partenaires silencieux. Nous voulons t'aider à grandir. C'était le geste de paix ultime. Un aveu de mon succès si complet qu'il voulait maintenant acheter une partie. Quelques années auparavant, il y a quelques semaines, même. Cette offre aurait été tout ce que j'aurais jamais voulu. C'était une validation. C'était une acceptation. C'était un chèque, tout comme celui qu'il avait donné à Kyle. Mais je n'étais plus la même personne. Papa, dis-je, ma voix douce mais ferme. J'apprécie l'offre. Vraiment. Cela signifie beaucoup. J'ai laissé la phrase en suspens. Mais non, dis-je. Il était si surpris. Il était silencieux. C'est à moi, expliquai-je. Je l'ai construite. Chaque plancher, chaque contrat, chaque nuit blanche. C'était moi. Je l'ai fait tout seul et je dois continuer à le faire tout seul. J'ai pu entendre sa respiration. À l'autre bout du fil. Je savais que je lui faisais mal, mais c'était une limite. Que je devais tracer, non pas par dépit, mais par autopréservation. Ce n'est pas une question d'argent, papa, dis-je. Ce ne l'a jamais été. Il s'agit de me prouver que j'en étais capable. Si je prends ton argent maintenant, ça ne me semblera jamais vraiment le mien, dis-je. J'ai entendu un soupir, un long son. Fatigué, mais ce n'était pas un son de colère. C'était un son de défaite, de compréhension. D'accord, Léo, dit-il doucement. Je comprends. Nous avons raccroché, et j'ai su à ce moment-là que notre relation avait enfin vraiment commencé à changer. Je n'étais plus seulement leur fils. J'étais mon propre homme. Les 6 mois qui ont suivi ont été étranges. Mon déjeuner avec Monsieur Harrison s'est transformé en 2 déjeuners, puis en une série de réunions avec son équipe de développement. Le partenariat qu'il m'offrait était réel et spectaculaire. C'était aussi largement au-dessus de mes moyens et je le savais. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt pour un projet de cette ampleur, mais que j'aimerais beaucoup apprendre. Il l'a respecté. Il m'a embauché comme consultant sur le projet, me payant un salaire supérieur à ce que mon père gagnait en un an. Juste pour donner mon avis sur les conceptions résidentielles. Ma vie était devenue surréaliste. Ma relation avec ma famille, cependant, était bloquée dans un étrange limbo. Nous étions polis. Nous étions cordiaux. Nous avions des dîners du dimanche où nous parlions de la météo et du sport, évitant soigneusement l'éléphant de plusieurs unités dans la pièce. Il savait que j'avais du succès, mais c'était un concept abstrait, comme une histoire qu'il avait lue sur quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas le ressentir. Chloé, dans sa sagesse infinie, fut celle qui diagnostiqua le problème. Ils ont besoin de voir les reçus, Léo, dit-elle un soir. En ce moment, tu n'es qu'un titre dans un journal économique. Tu dois le rendre réel pour eux. Fais-leur faire une visite. J'ai résisté au début. J'avais l'impression de me vanter, mais elle avait raison. Ils avaient besoin de voir ce que j'avais réellement construit. Alors, le dimanche suivant, au lieu de nous retrouver chez eux,
je leur ai dit de me retrouver dans un café. De là, j'ai dit que nous allions faire un voyage d'études. Ils étaient hésitants, mais ils ont accepté. Même Kyle est venu, l'air maladroit et déplacé. Notre premier arrêt fut le premier, le vilain duplex jaune sur Elm Street. C'est ça, ai-je dit, en garant la voiture. C'est là que tout a commencé. Ma mère a regardé l'humble bâtiment, puis le quartier ouvrier autour. Je pouvais voir le jugement dans ses yeux. Ce n'était pas le genre de succès qu'elle comprenait. Mais alors que nous étions sur le trottoir, la porte d'entrée de l'une des unités s'est ouverte. C'était Madame Diaz, Maria. Elle portait un sac d'épicerie. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé d'un large sourire sincère. « Léo » s'est-elle exclamée. « J'espérais te voir. » Le robinet dans la salle de bain fait un peu de bruit. Rien de grave, mais je voulais vous le faire savoir. Pas de problème, Maria, ai-je dit. Je passerai le voir demain. Tu es un bon garçon, dit-elle, me tapant sur le bras. Elle a ensuite regardé ma famille. Un long regard d'évaluation. C'est ta famille? Oui, madame, dis-je. C'est ma mère, mon père, et mon frère. Elle leur hocha la tête. C'est un bon propriétaire, dit-elle à ma mère, sa voix ferme et convaincue. Le meilleur que j'ai jamais eu. Il prend soin de cet endroit. Il prend soin de nous. Elle a ensuite dit au revoir et est rentrée. Ma famille était silencieuse. Il venait d'entendre une référence de caractère d'une source plus puissante qu'aucun PDG. Un locataire heureux. Nous sommes allés au deuxième duplex, celui de Maple. Je leur ai montré le nouveau revêtement de sol, la peinture fraîche. Je leur ai présenté l'un des étudiants locataires qui rentrait. Il m'a appelé M. Vance et m'a remercié d'avoir rapidement réparé le Wi-Fi. Tout ce temps, mon père était silencieux, se contentant d'observer. C'était un homme des chiffres. Un homme d'affaires, et je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête. Il regardait les immeubles non pas comme des maisons, mais comme des actifs. Il regardait les locataires non pas comme des gens, mais comme des flux de revenus. Il voyait pour la première fois mon monde à travers mes yeux. Notre dernier arrêt fut le quad près du sentier, mon plus grand projet. Les rénovations étaient terminées. C'était magnifique. J'avais restauré les planchers de bois franc d'origine et installé des cuisines modernes. Il était entièrement loué. Il y avait une liste d'attente, mais je ne les avais pas amenés là pour voir le quad. Je les avais amenés pour voir l'unité juste à côté. Mon troisième achat? Celui que personne ne connaissait, un petit cottage unifamilial que j'avais acheté et rénové spécifiquement pour la location à court terme, une Airbnb. J'ai déverrouillé la porte et je les ai laissés entrer. Le cottage était parfait. Il était décoré professionnellement avec une cheminée confortable, une cuisine entièrement équipée et un panier de bienvenue sur le comptoir. Ma mère a halté. Mon père a fait le tour, touchant les comptoirs, regardant la qualité du travail. C'est Kyle qui l'a finalement dit. Il se tenait au milieu du salon, regardant autour de lui avec admiration. C'est magnifique, murmura-t-il. Il m'a regardé, ses yeux pleins d'un nouveau respect saisissant. Ça ne ressemble pas à une location. Ça ressemble à une maison. Et puis j'ai vu une larme couler sur la joue de mon père. Il s'est tourné vers moi, sa voix épaisse d'une émotion que je n'avais jamais entendue de sa part auparavant. Je suis si fier de toi. Léo, dit-il, me serrant dans une étreinte qui avait 30 ans de retard. J'avais tort. J'avais tellement tort. Debout dans ma propre propriété, entouré de ma famille choquée et humiliée, j'ai enfin ressenti la seule chose que je recherchais depuis toujours. La paix. La visite a tout changé. Le concept
abstrait de mon succès était maintenant une réalité tangible qu'il avait parcouru et touché. La dynamique de notre famille a été définitivement altérée. La condescendance avait disparu, remplacée par un respect hésitant, presque révérencieux. Ils ont commencé à demander mon avis sur les choses. Mon père m'a même appelé pour obtenir des conseils sur ses propres investissements de retraite. Une inversion des rôles si étonnante qu'elle en était presque comique. J'étais occupé. Mon partenariat avec la société de Monsieur Harrison prenait de plus en plus de mon temps. Mon propre portefeuille fonctionnait sans problème. J'ai utilisé les bénéfices de l'Airbnb et du travail de conseil pour acheter ma 5e propriété, un autre petit immeuble d'appartement. Mes revenus mensuels dépassaient désormais largement ce que j'aurais jamais pu gagner dans une carrière traditionnelle. J'avais finalement quitté mon emploi de gestionnaire immobilier.